Bon alors, t'en es où dans la rédaction du... Oh, Qu'est-ce qui se passe? ton bureau est vide? Il semblerait. Où est passé ton bazar? Dans l'armoire qui mène à Narnia. Ah le bâtard. Et on peut savoir ce que t'es en train d'écrire? Justement, c'est le scénario du prochain World of Fantasy. Ce n'est pas un top 10, par hasard. Plus ou moins. Mais t'en as pas marre de te conforter dans la facilité? C'est un bon format pour reprendre. C'est fainéant. Qui s'en fout? C'est pas très recherché. Va sauter de la tour d'or blanc, tu m'en diras des nouvelles. Et ça va parler de quoi, ta... Générique! Depuis maintenant 5 ans, je possède un compte Sens Critique. Tellement pas les couilles, frère. Je ne vous connais pas! Et en grand fan de fantasy, je me suis dit que j'allais utiliser ce compte comme une grosse bibliothèque dans laquelle je recenserais toutes les œuvres de fantasy que j'avais pu lire, regarder, essayer. À l'heure actuelle, j'en suis à 544 œuvres notées et critiquées. Sachant qu'entre le moment où j'ai tourné cet épisode et le moment où je le monte, j'ai visionné le film d'animation Netflix Nimona, d'où le nombre 545 présenté ici. Nimona, soit dit en passant, est un excellent divertissement qui se permet d'être, comme le dit si bien l'héroïne éponyme, Et parmi toutes ces créations, il va sans dire que je suis tombé sur des pépites extraordinaires. Le cycle des magiciens, qui met en scène le fameux trio Mickey, Donald et Dingo sur le devant d'une aventure de sorcellerie. World of Saga, qui m'a mis une claque tout bonnement incroyable. Dark Crystal Edge of Resistance, qui aurait tellement mérité une saison 2. Pas vrai Netflix! Enclave et sa faction de mal tout simplement jouissive, j'en passe et des meilleurs. Alors, qu'on se le dise, ce demi-millier d'œuvres n'est qu'une infime partie de ce que j'ai l'intention de découvrir. Et pour être totalement transparent, sont absents de cette liste les romans de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, The Elder Scrolls 5 Skyrim, la saison 4 de Danmachi. Néanmoins, elle est assez complète pour que je puisse l'utiliser aujourd'hui. En effet, parmi ces titres, il y en a de peu connus. Du moins dont le prestige est probablement encore trop timide pour être arrivé aux oreilles de passionnés comme moi. Ainsi, je m'en vais vous présenter 10 œuvres qui me semblent peu ou pas connues. De ce fait, il n'y aura pas dans cette liste de mentions à la série Berserk, celle de 97, à Balthazar Fox, au Seigneur des Anneaux ou au Hobbit, à The Elder Scrolls 3 Morrowind, au nouveau Donjons et Dragons qui, soit dit en passant, est excellent. Soit parce que je les considère comme plus connus, soit parce que j'en ai parlé dans un précédent Palantir. Laissez-moi donc vous faire découvrir, ou du moins vous remémorer l'existence de ces 10 œuvres qui m'ont charmé, en espérant que cela sera pareil pour vous. On commence par mon plaisir coupable. La Fantasy de Glace, ou Ice Fantasy, est une série de fantasy chinoise qui compte les aventures de la tribu des glaces contre celle du feu. Oh, ça commence tellement bien en termes de clichés! Parce que, bien évidemment, la glace est gentille, le feu est méchant, très méchant, trop méchant. Aventure qui s'étend sur 62 putains d'épisodes de 45 putains de minutes. Je vous assure que j'étais tellement pas prêt quand j'ai commencé cette série. Nous suivons donc les pérégrinations du prince Cassio. Ah, je suis pas chinois, donc je m'excuse si je prononce mal les noms. Tentant d'empêcher une guerre entre les deux royaumes suite à une série de trahisons et d'assassinats. Et pour empêcher cela, il doit récupérer des cristaux de glace gardés par différents clans aux quatre coins des royaumes pour consolider le mur de glace qui protège sa tribu. Ça a l'air tellement simple. Pourquoi la garde de nuit n'y a pas pensé? ne t'en fais pas, John, je suis allé chercher les 6 boules magiques qui brillent pour consolider le mur, rien ne pourra nous arrêter. Et bien évidemment, c'est une aventure épique qui attend notre jeune prince, remplie de rebondissements, de rencontres, d'amour, de trahison, de réconciliation, de trahison, de réconciliation, de trahison, Vous pouvez arrêter d'être complètement bipolaire? La véritable force de cette série réside dans la poésie de la confrontation, et de la compagnie qui va s'élever contre la tyrannie du feu. Par ailleurs, je dois avouer que Xinjuin, du clan des rêves, est mon personnage favori. Regardez-moi cette bouille, ces vêtements, cette
mèche, ce charisme! En bref, c'est une série qui pêche par de nombreux petits défauts. La qualité des effets spéciaux, les combats, la longueur de certains épisodes, mais qui sait proposer de beaux plans avec ses décors, ses costumes, et surtout ses personnages si plaisants à découvrir et à accompagner au sein de cette quête de sauvetage du mur de glace qu'ils font. C'est quand même con que la principale défense du clan des glaces contre celle du feu soit un mur de glace! Je me suis découvert une passion étonnante pour les productions cinématographiques à petit budget, notamment depuis la découverte de World of Saga de John Lead, qui demeure l'un de mes films préférés en termes de fantasy épique. The Headhunter est un petit film à petit budget qui m'a littéralement chamboulé. On a ici l'histoire d'un guerrier tueur de monstres sanguinaires qui collectionne les têtes de ces derniers comme trophées. Mais une seule lui manque. Celle du monstre qui a tué sa fille. Et c'est une traque sans merci qui commence entre le traqueur et le traqué, l'humain et le monstre, la proie et le prédateur. Et non, je déconne, il se passe rien pendant 1h12. On attend avec le héros que le monstre arrive. En vrai, je suis un peu médisant. Quand bien même on n'est pas loin de la vérité. Mais c'est justement ça qui donne des lettres de noblesse à ce film. Nous sommes avec le chasseur de tête dans l'attente, plongé dans le silence pesant de cette nature sauvage où n'importe quoi peut surgir de n'importe où. Peu de paroles, et pourtant, cette histoire est filmée d'une manière à nous faire comprendre les enjeux. Le passé du héros et sa ferme résolution à venger la mort de sa fille, seul trésor qui lui restait. C'est prenant, original, sombre, et surtout, on a le droit à un dénouement totalement renversant. Bon après, peu de budget, film assez court, peut-être trop avant-gardiste pour les puristes, ou même le simple commun des mortels. Dans le sous-genre de la fantasy pornographique, je dois avouer que Dragon Inside Me m'a donné une de ces goals. Bien évidemment, cela n'a rien à voir avec ce que les critiques ou commentaires graveleux ont pu faire mention à la découverte de ce titre charnellement évocateur. Dragon Inside Me nous plonge dans les premières légendes draconesques, celles qui parlent de monstres embrasant les villes, saccageant les cultures, et dont la rage ne pouvait être assouvie que par le sacrifice d'une jeune femme. Qui est cette fille? Une gêneuse, débarrasse-toi d'elle. Pourquoi? Ils veulent apaiser ta colère avec un sacrifice. Et qui leur a soufflé cette fabuleuse Ne idée? t'occupe pas de ça, débarrasse-toi d'elle. Et franchement, ce film est une des meilleures claques que j'ai reçues. Un dragon de qualité, des décors merveilleux, des chants épiques. Et tellement cette référence de la dame à la licorne, trop mignonne! Et c'est peut-être l'un des seuls défauts du film. Il est trop mignon. Avec son syndrome de Stockholm version Twilight. J'ai été kidnappé par un dragon monstrueux et... On baise? Je suis quelqu'un de maléfique. Cool Edouard, tu sais quoi? Je vais faire semblant d'être repoussé par ta beauté de grand timide alors qu'en réalité je kiffe chaque moment avec toi. Je suis quelqu'un de mal. Je t'aime. Mais je suis un dragon. Bouffe-moi le fiac, grand fou. Ah en fait t'es complètement conne toi. Inside me. Un film niais, mais franchement sympathique. Allez le visionner. Je suis un grand fan de jeux de rôle. Ma première session remonte à 2014 avec les membres de la team Oniric. C'était sur du Nullbuck, et voici un extrait des archives audio. Oh, allez, on y va. Alors, on va où? À l'est de Valtendu. Ah oui, d'accord. 1 kilomètre. C'est où? C'est au nord? Non, à l'est. Ah oui, d'accord. À l'est de Valtendu. Au nord ou au sud? Allons-y pour de nouvelles aventures. Ouais, beau gueule. Bon, on y va. Et si nous aurions voulu adapter notre épopée en film ou en série, personne n'en aurait voulu. Parce que c'était beaucoup trop long. Et beaucoup trop con. C'est exactement ce qu'a fait, sans que ce soit un échec critique, les joueurs de Critical Role en incarnant la compagnie de Vox Machina. Adapter leur session de jeu en animé pour un résultat des plus revigorants et épiques. Et bien évidemment, comme pour toute partie de jeu de rôle, ce qui donne les lettres de noblesse à chaque aventure jouée, ce n'est pas tant l'aventure en elle-même, les antagonistes d'anthologie ou les échecs critiques, mais bien la relation qu'entretiennent les personnages et la manière que les joueurs ont de les faire interagir entre eux. Non, est-ce qu'ils ont pénétré dans la ville ou est-ce qu'ils ont assiégé déjà? Alors pas vraiment, mais il n'y a plus les cœurs ardents. Non, pas vraiment quoi.
Non, parce qu'après. Je sais pas, j'ai pas aussi, parce que toi, tu Et la série La Légende de Vox Machina sait sortir du lot. Avec son gnome barde un peu graveleux, son autre gnome, Claire, qui remet sa foi en question, les frères et sœurs demi-elfes roublards, la demi-elfe druidesse un peu naïve, c'est qu'il en faut toujours une dans une aventure, le Goliath barbare un peu idiot et tête brûlée, et surtout... Bref, une aventure exquise. Vivement la saison 2. Ouais. T'as le générateur aléatoire? Moi sinon je l'ai hein. Quelqu'un veut du sauce? Ouais. Merci. Join us now and share the software. Quelqu'un veut du sauce sinon à part moi? Non, c'est la guilde des petits bourrins de Nullbuck. Ouais. C'est magique. Oui c'est pourri mais ça va bien avec Gros notre bourrin. compagnie. Gros bourrin. Alors répète. La guilde des petits bourrins de Nullbuck, c'est ce que j'ai eu. Ça convient parfaitement. Depuis tout petit, j'adore l'autrice Erin Hunter, du moins le collectif d'autrices derrière ce pseudo, notamment pour la série littéraire La Guerre des Clans. Et quand j'ai appris que certaines autrices écrivaient des séries de leur côté, ça m'a donné une raison supplémentaire d'acheter encore plus de livres. C'est comme ça que j'ai découvert la série de Tweety Sutherland, Les Royaumes de Feu. Dans cette saga, comme dans toutes les créations de Erin Hunter, nous suivons des animaux adolescents, ici des dragons, faisant l'objet d'une prophétie. Ouh, comme c'est mystérieux! Tu es l'élu, Rusty. Tu es l'élu, Isla. Vous êtes des élus. Nous sommes tous des élus. Et comme d'habitude, comme pour toute œuvre de fantasy qui se respecte, la compagnie de héros est tout bonnement à croquer. Nous avons 5 dragons issus de races différentes, qui ont grandi ensemble, élevés avec une prophétie pour seule destinée, le tout dans un style littéraire plaisant, enfantin, mais pas trop, et surtout qui nous maintient en haleine. Les interactions entre dragonos sont mignonnes, et le vivre ensemble, plaisant à suivre. Et encore heureux pour un roman dit de jeunesse. Autrement, ce serait bien fait chier. Alors oui, ce n'est pas du Tolkien, ce n'est pas du Glenn Cook, ce n'est pas du Christopher Paolini. J'adore l'humour. Mais force est de constater que le plaisir de lecture et d'aventure est admirablement véhiculé par la plume de Sutherland. Même si on a tendance à retrouver les mêmes défauts que dans la série La Guerre des Clans. À savoir étirer l'intrigue inlassablement sur plusieurs tomes, faisant apparaître de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux, de nouvelles intrigues, qui malheureusement ne parviendront pas à nous faire ressentir ce sentiment de découverte extraordinaire que nous avions eu avec les premiers tomes. Question à animer, jusqu'à récemment, même si ça commence à dater, je suis longtemps resté avec Danmachi comme véritable coup de cœur et seul titre connu. Et l'on m'a proposé de nombreux titres à découvrir, dont la série Claymore. Alors j'ai pu comprendre que pour de nombreux spectateurs, au même titre que la série Berserk, celle de 2016, la série Claymore n'était pas forcément adulée. Mais pour ma part, ça a été une agréable surprise. Notamment issue d'un genre qui ne met pas forcément une figure héroïque féminine au premier plan. Claymore, c'est l'histoire de chasseuses de démons, elles-mêmes des sortes de démons, et l'on suit l'une d'entre elles, Claire, dans son existence tragique. Et l'on s'attache à ces sorcières aux yeux d'argent, totalement dénuées de sentiments et d'émotions, même s'il faut attendre la fin de saison pour véritablement avoir le droit à des interactions sympathiques. Là où le début de la série est surtout focalisé sur Claire, sur son passé et son apprentissage. Mais ce qui m'avait marqué dans cette courte série, c'était l'opening. Alors que la plupart des openings d'animés me laissent indifférent, voire m'exaspèrent,
celui de Claymore m'avait intrigué, m'ouvrant ainsi les portes de cette extraordinaire aventure revigorante et originale que je vous conseille plus que chaudement. Les films en Kickstarter, des fois ça marche. Tu sais que tes jours sont comptés, petit elfe, et c'est moi qui refuse de travailler avec toi. Elle n'est pas encore sous le contrôle de l'ombre. Elle est prête à tuer un orc genou à terre et blessé. La déesse m'a mené vers vous pour des raisons que j'ignore. Ce n'est pas une coïncidence, nos trois destins sont liés. T'en veux encore? Et des fois, c'est pas ouf. Je vous avais bien dit que ce serait une erreur de rentrer dans ce village. Mon Dieu, il est vivant. Il nous faut des bandages. Sang. Gérald. Trouvez des bandages. Ça va aller, Gérald. Hé, arrête, non. Gérald, du calme. Ce n'est plus un homme. C'est un revenant ou plutôt un mort-vivant. Aïe! Sans sa tête, même un revenant ne peut vivre. Et dans ce genre de production, j'ai découvert quelques noms de réalisateurs qui, pour ma part, ont beaucoup apporté à la fantasy. Anka Blake, John Lead, et tout ce petit monde s'est regroupé autour d'un projet admirable, la pentalogie Mythica. Alors là aussi, ce n'est pas la Terre du Milieu, la région mystérieuse de Katovar, ou à la Gaésia, l'humour. Mais il y a cette ambiance, ce je ne sais quoi de totalement attachant. Parce que ça se voit à des kilomètres qu'il n'y a pas de budget. Mais les réalisateurs sont tellement investis dans ce projet que l'on ressent toute cette envie et cette passion de donner un nouveau paysage dans le domaine de la fantasy. L'univers est organique, les protagonistes attachants, les antagonistes emblématiques, les effets spéciaux. Bon, on peut pas être parfait partout. Et le principal défaut, la longueur. La pentalogie est extraordinaire, mais à partir du 3e opus, on sent la fatigue s'installer. Ce qui malheureusement nous offre un dénouement clairement pas à la hauteur de l'ambition des premiers films. Néanmoins, l'expérience demeure satisfaisante. La pentalogie Mythica est ce vent de fraîcheur que la fantasy avait besoin. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'adore la fantaisie animalière. Sans déconner. Et nous avons la chance, en France, d'avoir les éditions Soleil, proposant un panel de bandes dessinées de qualité dans le genre de la fantaisie. Et parmi tous ces trésors, nous trouvons la série Les 5 Terres. Jeu de pouvoir, trahison, assassinat. On disait que le jeu vidéo Armello était un Game of Thrones avec des animaux. Mais les 5 Terres, c'est le next level. C'est coloré, c'est détaillé, c'est sanglant, c'est prenant. Mais ce n'est que le début. Messieurs, dames, c'est français. C'est un vrai plaisir que de suivre les lignées des différentes noblesses des royaumes composant les 5 Terres. On s'attache à des figures pas faites pour les jeux de domination. On apprend à détester ceux que l'on étiquette de méchants. Et à chaque fois, on a le droit à un rebondissement qui remélange les cartes. Qui est bon, qui ne l'est pas, qui est honnête, qui ne l'est pas. En fin de compte, la seule question que l'on finit par se poser concernant nos personnages favoris, quand viendra son tour? Et c'est bien l'une des plus grandes et belles épopées que la fantaisie animalière possède. Un brin de nostalgie avec ce petit jeu vidéo sans grande prétention, mais qui, à l'époque, m'avait déjà marqué. Quand j'étais petit, il y avait 2 écoles. Playmobil, en avant les histoires. Attendez, vous allez me faire croire que Lego n'a jamais eu de slogan audio? Et personnellement, j'étais de la team Playmobil.
Et c'est en partie pour cela que Hype, The Time Quest, m'a fait de l'œil. On y incarne Hype, jeune chevalier en blanc qui se retrouve propulsé dans le passé par un mystérieux chevalier en noir. Alors déjà, pire idée de scénario, et d'autre part, facilité manichéenne déconcertant. Mais pour tous les amoureux de Playmobil, c'est un reposant de se balader sur cette petite carte, rencontrer des personnages atypiques. Salut, je suis Talbot, templier du monastère. J'imagine que tu cherchais le joyau royal, toi aussi. Et surtout, accompagné d'une bande-son tout simplement mémorable. Après, on reste sur un jeu. Les sauts ne sont pas forcément précis, la caméra peut être aux fraises, on ne sait pas toujours quoi faire, les hitbox sont un peu pétés, mais malgré ça, ce petit bijou nous plonge dans une aventure totalement fabuleuse. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'adore la fantaisie de Malière. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là. Et quoi de mieux pour terminer en beauté que de vous parler, rapidement parce qu'un palantir est prévu, du jeu vidéo qui a non pas déclenché mon amour pour ce sous-genre, mais qui a su renforcer mon admiration et ma passion. Armello, le Game of Thrones avec des animaux. Sans grande prétention. Un jeu vidéo mélangeant jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de dés, où l'on incarne les membres de différents clans d'animaux, loups, lapins, rats, ours, dragon et quelques figures de bandits, dans le but de sauver le royaume du déclin. Le sauver ou le condamner, ce sera à nous de choisir, suivant les trésors que l'on récolte, les compagnons que l'on recrute, ou les événements que l'on façonne ou subit. Des parties mémorables où tous les joueurs s'allient contre toi, où les traités se succèdent, les trahisons s'enchaînent, et où le temps manque, car la corruption se répand rapidement. Un jeu qui convoque notre imaginaire, avec ses protagonistes hauts en couleur, ses situations imprévues, ses combats originaux et sa bande-son mémorable. Un jeu vidéo fascinant qui mérite qu'on l'essaye. Et l'essayer, c'est la note. Et voilà, ce petit épisode du World of Egg Fantasy est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et si je vous ai parlé ici de 10 œuvres qui m'ont marqué positivement, fort à parier qu'un épisode sur 10 œuvres qui ne m'ont pas forcément plu est à prévoir. Et vous savez déjà qui va se trouver dans le top. On se retrouvera bien évidemment pour un prochain épisode sur le World of Egg Fantasy, mais d'ici là, portez-vous bien. À au revoir tout le monde.